Hello, everyone. Thank you very much for coming. Hello everyone. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis une commissaire indépendante et cofondatrice de Pictures for Purpose, une fondation qui lève des fonds pour différentes causes avec la photographie. Plus tôt dans l'année, nous avons accueilli ou animé une organisé plutôt une levée de fonds avec un événement avec des artistes de différentes régions. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Boris Mikhailov, qui était un photographe important et une personne importante sur la scène ukrainienne. Et là, son rétrospectif, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Et c'est une grande inspiration, une grande source d'inspiration pour les jeunes générations d'artistes en Ukraine. Et c'est vraiment un moment charnier pour cette jeune génération. Et c'est un moment vraiment, c'est intéressant de leur proposer une plateforme et de la visibilité. Donc, je suis en train d'organiser je suis commissaire, disons co-commissaire sur un show avec plusieurs artistes. Et de plus, je pense que c'est critique de proposer une plateforme pour présenter leur travail, mais aussi donner une voix à cette jeune génération d'artistes. Et c'est pour cette raison que j'ai contacté Holly, le commissaire de la section Curiosa, pour organiser cette panel et cette conversation sur la photographie ukrainienne. J'aimerais d'abord remercier Holly de nous avoir accordé cette opportunité et nous avons invité deux artistes d'Ukraine qui n'habitent pas en Ukraine en ce moment, ils sont à Londres et à Paris, mais créent toujours des œuvres dont l'Ukraine est le sujet. Et on va vite aller rentrer dans une conversation avec Daria, qui est une spécialiste de la photographie ukrainienne, une critique. Je vous propose la scène à vous trois et nous aurons un moment pour les questions à la fin. Donc gardez en tête toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup Isabella. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conversation sur la nouvelle vague de la photographie ukrainienne. Je suis Nadia Bernard-Kovalchuk. Je voudrais remercier de nouveau Isabella de l'avoir organisée et de nous avoir invités et de nous donner la possibilité de témoigner et de montrer les photographies de jeunes artistes ukrainiennes aujourd'hui. Donc, dès le début de la guerre russe contre l'Ukraine, le public français a eu l'occasion de découvrir la photographie ukrainienne à travers une série de conférences et d'expositions, dont la plus importante est naturellement la rétrospective de Boris Mikhailov, toujours en cours à la MEP, Maison européenne de la photographie. Je vais montrer plusieurs de ces images pour vous rappeler de quoi il s'agit. À partir du milieu des années 60, il adopte une pratique photographie subversive qui va à l'encontre de la culture visuelle soviétique et en particulier de la photographie officielle. Il a introduit des références à la culture amateur dans son travail, explorant les aspects privés, intimes puis totalement invisibles de la vie humaine. Il a utilisé une variété de techniques expérimentales pour élargir le langage photographique qui était extrêmement limité par les dogmes, les normes et les interdictions de l'esthétique officielle à ce moment-là.
Il a travaillé en étroite collaboration avec la réalité sociale changeante de son pays, apportant un regard brut, critique, mais très compatissant sur cette réalité. Boris Mikhailov est également l'un des fondateurs et des membres de la communauté de photographes appelée aujourd'hui l'école de photographie de Kharkiv. Depuis début des années 70, les membres de cette communauté ont exploré des alternatives à la photographie officielle, jouant avec des références à la photographie populaire, ajoutant un côté carnavalesque à la vie quotidienne grise et réglementée, utilisant la vie privée comme source de liberté et de légèreté. La plus jeune génération de photographes s'approprie aujourd'hui l'héritage de cette école et de nombreux jeunes photographes ukrainiens, également en dehors de Kharkiv, témoignent de l'impact majeur de Mikhailov sur leur travail. Peu importe l'invasion russe, la photographie ukrainienne a été marquée par un essor très tangible. Plusieurs photographes ont fait de brillantes carrières dans le domaine de la photographie de mode. Par exemple, le groupe Synchrodogs, que l'on peut voir par exemple dans le City Guide Louis Vuitton consacré à l'Ukraine. Plusieurs maisons d'édition ont commencé à promouvoir la jeune photographie ukrainienne et plusieurs musées et institutions ont commencé à travailler sur l'héritage de la photographie ukrainienne du XXe siècle. Au cours de l'été 2021, le plus grand lieu d'exposition de Kiev, l'Arsenal Mistetsky, a ouvert une exposition majeure intitulée Sensitivité. L'exposition a rassemblé plusieurs décennies de pratiques photographiques historique et contemporaine, offrant une vision panoramique de ce qu'est la photographie ukrainienne aujourd'hui. Nos intervenants aujourd'hui étaient en fait des participants de cette exposition, ce qui me donne une excellente occasion de faire une transition tout en douceur et de vous les présenter. Laissez-moi donc vous présenter Igor Chekachkov. Igor est photographe et un éducateur ukrainien. Il a commencé à travailler en tant que photojournaliste en 2008. Dans sa pratique artistique, il s'intéresse au corps en tant que cible de l'assujettissement politique et explore les frontières entre les espaces publics et privés. Nous avons également avec nous Daria Sertilova, née en 1996 et qui a grandi à Odessa en Ukraine. Elle vit actuellement entre Kiev et Paris, où elle termine son master à l'École nationale supérieure des arts décoratifs dans le département photographie et vidéo. Dans sa pratique artistique, Daria cherche à dépeindre l'Ukraine d'aujourd'hui. Elle explore les liens entre le passé et le présent en se concentrant principalement sur la jeune génération d'Ukrainiens ainsi que sur le contexte culturel et social dans lequel ils vivent. Je vais passer le micro à nos artistes et en leur demandant de nous parler de leurs pratiques photographiques avant la guerre et de voir comment ils ont passé les premiers jours de semaine de cette grande invasion inattendue de la Russie en Ukraine. Igor, est-ce que vous pouvez commencer? Hello. Bonjour. Thank you. Merci. Si je vais parler, je pourrais parler beaucoup de ce que j'ai fait avant la guerre. Avec des diapos. J'avais beaucoup de différents projets en cours, mais je vais vous montrer juste deux d'entre eux, parce que c'est des moments importants pour moi. Et il y a un lien avec ce que j'ai fait après. Voilà ma première série qui m'a plus emmené vers la photographie de beaux-arts artistique que la documentaire.
Donc des personnes dans les pièces. Je vivais avec des amis, différentes personnes. La plupart d'entre eux étaient des amis et j'ai documenté comment on vivait ensemble. À ce moment-là, je m'intéressais. J'ai commencé par cette photographie prise dans une petite dortoir, une petite pièce. Des dortoirs en Ukraine sont très intéressants. C'est très intéressant à visiter. Ce sont des petites pièces avec 4 ou 5 personnes qui partagent l'espace. J'étais très surprise et donc j'étais très intéressée par la manière dont les gens partageaient leurs espaces intimes. Et cette série a été faite il y a 10 ans à peu près. Et par la suite, après cette série, j'ai fait des expositions à Paris et je ne voulais plus être photographe documentaire. Je voulais raconter des histoires personnelles. Et je questionnais la photographie en tant qu'outil pour parler de quelque chose de très intime, de très personnel. J'étais reporter, photojournaliste, et j'étais habituée de parler ou de raconter des histoires, des événements publics, d'actualité. Donc là, je voulais parler de quelque chose avoir des sujets plus personnels, plus intimes. Je vais sauter quelques années en avant. Et pour parler de mon dernier projet avant la guerre, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais quelque chose qui est arrivé à ma photographie. 10 ans de ma photographie étaient détruits. Et quand je l'ai récupérée, ça ressemblait à ça. J'avais beaucoup de photographies où il y a des photos personnelles, du travail personnel, des commandes et du travail journalistique. Je travaille beaucoup pour le magazine Forbes en faisant des portraits et j'ai fini par faire ces livres photos publiés par East Publishing juste avant la guerre, ou peu de temps avant. Et avant la guerre, mon travail était de promouvoir ce livre. J'ai donné une présentation à quelques jours avant le début de la guerre. Et tout mon programme était détruit aussi par la guerre. Donc, quand la guerre a commencé, le premier jour de la guerre, le matin, je vivais à Kharkiv, le même endroit où habite Boris Mikhaïlev. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai pris mes affaires et je suis parti vers l'ouest, sans savoir où j'allais. Avec ce projet, je m'intéressais déjà beaucoup comment l'image numérique pouvait donner l'image numérique, disons. Donc, je prenais des photographies du train quand j'allais de l'est vers l'ouest, le premier jour de la guerre. Et vous voyez dans ces panoramas, il y a quelque chose qui cloche, il y a beaucoup des erreurs numériques. Et normalement, je préfère de montrer dans un très grand format. Et si vous voyez tous les détails, où il s'est passé, il y a eu des problèmes. On voit qu'il y a l'image contient des erreurs. Donc, c'était pas un projet, c'était juste quelque chose que je faisais sans réfléchir pendant mon déplacement, en partant vers l'ouest. Mon voyage. C'est un peu... Je voulais passer la parole à Daria. Vous pouvez parler un petit peu sur des projets sur lesquels vous travaillez juste avant la guerre et peut-être et juste après le début de la guerre aussi. L'ordre de diapos ne va pas nous aider pour ça. Je fais tout de même, je vais avancer sur les bonnes images.
D'abord, je voulais préciser que la guerre en Ukraine existe depuis 2014. Il y a une différence entre la grande invasion qui a commencé en février 2022 et le début. En 2014, je me souviens, j'étais étudiante et j'étais très touchée de voir la révolution qui a commencé avec une manifestation étudiante. Et donc, sur les dortoirs. Donc, j'ai commencé un projet sur les dortoirs en Ukraine, des dortoirs d'étudiants. Je voulais d'abord montrer la jeune génération d'Ukrainiennes, qui, pour moi, cette jeune génération d'étudiants représente le changement dans le pays. Et c'est une force, une puissance qui voulait provoquer du changement. Et deuxièmement, j'avais envie de faire un projet sur notre réalité, sur l'espoir, l'avenir, quelque chose de lumineux. Parce que la plupart des séries faites en Ukraine après 2014 étaient traitées de la guerre, la pauvreté, et qui est assez sombre. Mon travail se concentrait sur les étudiants vivant dans les dortoirs, parce que pour moi, c'était des lieux où on pourrait vivre ensemble, un héritage soviétique, et des personnes qui avaient envie de s'en débarrasser. Ils décoraient leur dortoir, comme vous voyez là, avec des images. Cette image, par exemple, quand je rendais visite à ces lieux, j'allais dans ces lieux. C'est vraiment des installations artistiques. Comme leur décoration était très... Vraiment comme des installations. Celle-ci, par exemple, ce qui m'a impressionné également, dans ces pièces, ces chambres, étaient des maisons, étaient le chez-soi de ces étudiants pour 3 ou 4 ans. Donc, ils savaient qu'ils allaient partir, mais ils décoraient comme si ils allaient vivre très longtemps dans ces endroits. Et la série s'appelle Temporary Homes, maisons temporaires, chez-soi temporaire. Je pensais beaucoup aussi à la notion de chez-soi. Quand j'ai commencé ce projet, je vivais en France. Je me suis installée en France en 2017, quand j'étais étudiante moi-même. Et j'avais envie de répondre à la question, à savoir comment on désigne son chez-soi, comment on définit son chez-soi. Et à la différence d'Igor, je m'intéressais plus à la question, pas sur comment les gens vivaient ensemble, mais plutôt surtout comment ils personnalisaient leur espace. Mes images, qui est très différente d'Igor, celle d'Igor, on ne voit pas les personnes ensemble. J'étais surtout intéressée par l'idée de comment ils créent un espace intime des personnes séparément. Et comment ils créent une intimité, chacun crée son intimité. Vous voyez donc ces images de dortoirs, Kiev, chaque pièce, chaque dortoir est partagé par 2, parfois 3 personnes. Et ils vivent vraiment dans des tout petits espaces. Les murs sont pas très épais, disons, ils sont très fins et tout le monde s'entend très bien. Je pense que ce serait super. On a parlé plusieurs fois de l'influence
On parlait des collègues de Boris Mikhailov, de ses collègues dans les années 60-70. Et dans la jeune génération, il y avait l'héritage et beaucoup de photographes ukrainiens parlent de l'importance de ce photographe dans leur travail. Et j'aimerais savoir si Mikhailov a influencé votre travail ou quel est votre rapport par rapport à l'héritage qu'il a laissé. Of course, living in Kharkiv, être à Kharkiv, vous ressentez donc l'ombre de Mikhailov. Pas seulement parmi nous les photographes, et il y a ceux qui l'aimaient, ceux qui le détestaient. Il n'y avait plus en fait. Mais pour moi, donc il y a une longue histoire donc par rapport à ma relation avec son travail. Donc, il est connu pas seulement à travers son travail, mais pas vraiment de conversation. And one of the things that struck me the most, and I think that it's intéressé par rapport à la photographie, mais c'est quand ça venait de sa bouche, je comprenais son approche à la photographie. Il a toujours essayé de trouver le langage visuel qui correspondait au temps. Donc là, il a créé un certain nombre de séries, les temps changent et son travail a évolué avec le temps. Donc moi, actuellement, je m'intéresse aux algorithmes numériques car je pense que c'est l'avenir et on va vers ce genre de photographie. Et je pense que voilà, c'est très contemporain, je pense. Et c'est l'influence de Boris, je pense, quand je suis à Kharkiv. Bien sûr, je connais très bien le travail de Boris Mikhailov. J'admire donc sa façon d'être, parce que pour moi, c'est un vrai artiste. Il a été censuré dans l'Union soviétique. On a détruit ses négatifs, donc ses pellicules, mais il a continué à produire, à créer, malgré ces circonstances. En dépit de ces circonstances difficiles, il a produit énormément de travail. C'est un exemple, je crois, pour moi, voilà, un exemple qui dit, voilà, il faut continuer le travail, il faut persister. Par rapport à cette idée de juste faire le travail, de créer. À partir du 24 février, beaucoup de choses ont changé pour nous, n'est-ce pas? Tous les Ukrainiens ont essayé de comprendre comment faire face à ces circonstances, à cette situation. Beaucoup d'entre nous ont commencé à faire du volontariat, du bénévolat, enfin d'essayer de communiquer la situation en Ukraine. Donc, j'aimerais savoir comment donc, cet événement majeur qui a changé nos vies, comment cela a changé votre pratique photographique et comment est-ce que vous avez abordé la question de la représentation de notre travail dans l'ère contemporaine. Aujourd'hui, quand il y a tant d'images, des photographes qui créent des mêmes images, différents photographes qui créent des mêmes images, comment abordez-vous cette situation et ces questions? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette problématique depuis quelques mois. Et il est difficile représenter la guerre
en tant que photographe ukrainien ou ukrainienne, parce qu'on n'a pas de recul en fait. Nous vivons cette guerre à la première personne et cette guerre est toujours en cours. Donc en tant qu'artiste, vous êtes totalement immergé dans ce contexte. Nous ne faisons pas de reportage, nous ne sommes pas de photojournalistes. Juste montrer les événements ne nous intéresse pas. Nous souhaitons plutôt refléter ces événements différemment. Vous vous trouviez où au début de la guerre, quand la guerre s'est déclarée? J'étais en France. Et j'étais retournée en France 3 semaines avant le 24 février. Mais déjà, je me souviens d'une ambiance très lourde déjà en Ukraine. Mais bien sûr, quand le déclenchement de la guerre a été un grand choc pour nous tous. J'ai passé 6 mois en France avant de retourner en Ukraine cet été. Et ce que j'ai ressenti en rentrant, c'était que je n'avais pas envie de photographier des personnes. Je voulais montrer le paysage, la destruction, car cette guerre est quelque chose de tellement énorme que vous êtes dépassé par les événements, par la situation, et je voulais mémoriser, donc je voulais concrétiser donc ce que j'avais vu et l'instant vécu. Quand je suis en Ukraine, souvent je travaille entre Kiev et Odessa, car je suis d'Odessa, mais je passe beaucoup de temps à Kiev. Donc je me suis rendue dans la région de Kiev. Car je voulais voir des villes sous occupation russe. Et ces villes ont été libérées au printemps. Car Hostomel, des villes dans ce genre, Hostomel, Tartiamka. Voici par exemple un immeuble résidentiel, donc des immeubles près de l'aéroport Antonov. Donc ces immeubles ont été détruits tout au début de l'action militaire. Donc il y a un laps de temps entre ces photos. Il vous a fallu 6 mois donc de temps, de délai pour pouvoir y retourner et pour prendre ces photos. Oui, effectivement, comme tout Ukrainien, j'étais en contact avec les personnes par télégramme, sur les réseaux sociaux, et les images donc qui me parvenaient. Voilà, les personnes partageaient les vidéos, les images, et c'était un travail presque de photojournaliste. Et vous êtes dépassé vraiment par ces images, vous les digérez rapidement en fait. Et le lendemain, il y a davantage d'images, il y a encore des images. Donc visuellement et émotionnellement, c'est difficile à tout trier, à tout absorber. Donc quand je me suis rendue en Ukraine, j'avais l'intention de capturer ces images, mais je ne voulais pas que mes images soient digérées et disséquées aussi facilement et rapidement comme les photos peut-être d'un reportage. Et j'avais envie donc de me concentrer sur ce qui me frappait. En rentrant en Ukraine, c'était le vide en fait. C'était des endroits complètement vidés de monde, de vie. Donc 7 millions d'Ukrainiens étaient déplacés
ont été déracinés. Donc ces endroits inhabités, à l'abandon, ça a été une expérience très personnelle. Voilà, des journalistes, photojournalistes étrangers viennent voilà, prendre des photos. Et là, pour vous, c'était différent, voilà, pour voir la grande différence, l'écart entre une ville populée et vibrante et vivante, pardon, et la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, Igor, comment avez-vous digéré tous ces événements et capturé ces événements avec votre appareil photo? Donc, quand la guerre s'est déclarée, j'étais dans une autre ville, je ne savais pas ce qui se passait. Et dès le premier jour, l'agence Magnum m'a contacté pour être en contact avec des photographes Magnum. Et en même temps, je voulais prendre des photos moi-même. Car il y avait énormément de photojournalistes étrangers qui voulaient prendre des photos de guerre, beaucoup de documentaristes, enfin. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que je ne voulais pas prendre les mêmes photos ou les photos dans le même genre. Donc, je me suis interrogée sur une façon de raconter cette histoire d'une façon différente. Et pour moi, il était clair que je voulais raconter mon expérience. Moi, j'habitais avec différentes personnes dans différents endroits, différents appartements. Au départ, il y avait juste quelques personnes et après 2 jours, on était 10. Donc, j'ai compris que voilà, moi, je pouvais documenter ça, je pouvais photographier ça. Voilà, j'avais fait cette série 10 ans auparavant sur la façon de vivre ensemble, de cohabiter, 10 personnes dans les dortoirs. Mais finalement, je pensais pouvoir continuer ce travail, mais dans un contexte totalement différent. Voilà, avec les personnes déracinées, déplacées. Vraiment, avec une atmosphère tout à fait différente. Dans ma première série qui date de 10 ans, c'était des jeunes qui s'amusaient, qui étaient bien ensemble, qui cohabitaient. Et là, actuellement, voilà, c'était des personnes qui devaient se déplacer. Par exemple, ici, il y a une fille qui joue piano, voilà, dans un endroit qui avait été abandonné, mais qui est maintenant habité par ces personnes déplacées. Donc, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes de passage, des personnes qui cuisinent ensemble, qui font la cuisine pour les uns les autres. Et voilà, je vous les montre. Voici des copains de Kharkiv. Voilà, ça a commencé, j'ai commencé à photographier mes habitants. Mais très vite, donc j'ai vu des amis même dans la rue et je les ai demandé de venir à l'appartement et de passer du temps, de se faire photographier. Voici une famille avec 8 enfants. J'ai passé un moment avec eux. Je les ai rencontrés au mois de mars. Ils vivaient dans une petite pièce, dans un dortoir, et Tatiana, la maman, elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé que Poutine voie cette photo pour comprendre comment les enfants les enfants ukrainiens vivent actuellement. Voilà, ma maison a été complètement détruite, elle me dit, et donc nous n'avons nul endroit où y aller. Voici une autre photo, c'est une fille qui est une très bonne amie, c'était une de mes étudiantes, également très talentueuse, elle était tellement déprimée
par rapport à la guerre et la situation, mais je l'ai vue à plusieurs reprises pendant la guerre. Elle ne pouvait rien faire, elle n'arrivait pas à agir parce qu'elle était rentrée dans une dépression profonde suite aux événements. Ici, une autre photo, les parents de cet enfant. Déjà, avant la guerre, la maman, elle a su d'avoir un cancer et le papa est malade également. Il ne pouvait pas quitter le pays, il n'avait pas les documents voulus. Les enfants, ils ont réussi à quitter le pays. J'ai essayé aussi de passer du temps avec ces personnes afin de pouvoir photographier des moments intimes. Cette femme m'a dit que les seuls moments où elle pouvait être vraiment seule, c'était pendant sa toilette, enfin dans la salle de bain. Et donc, elle m'a permis donc de partager ces moments. Là, je me suis interrogée, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un foyer? C'est quoi exactement avoir son chez-soi? J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très malheureux et je m'interrogeais sur cette question de foyer, de maison, de chez-soi. Et notre attachement aux choses matérielles, finalement, tout ce qui est matériel n'avait plus de sens. Voilà, on a compris pendant ces moments qu'on ne pouvait plus s'appuyer sur ces objets dans nos vies. Donc, et c'était actuel. And what do you do now? Do you come back? C'est terminé et vous allez embarquer sur un nouveau projet, dans un nouveau projet. Oui, cette série, je l'ai presque complétée. Pendant mon séjour en Ukraine, j'ai travaillé sur plusieurs projets et là, je vais faire le tri, je vais faire mon editing et je vais travailler sur des projets plus personnels. J'ai reçu une bourse, donc j'ai postulé pour une bourse et on me l'a octroyée, donc je pars à Londres bientôt. Je vais continuer mon travail sur les photos prises en Ukraine, mais je pense que quand je serai à Londres, je prendrai des photos des gens là. Je souhaite continuer à raconter des histoires des gens, mais par exemple, beaucoup d'Anglais, beaucoup de gens en Angleterre ont accueilli des Ukrainiens, donc j'aimerais raconter leurs histoires aussi. Donc on m'a octroyé cette bourse. Et enfin, je suis au fond de moi triste parce que j'ai dû quitter l'Ukraine et là, si je retourne, je ne vais pas pouvoir y repartir. Donc c'est un moment un peu difficile, un peu étrange dans ma vie. Merci beaucoup, Igor. Je me demande si notre public, les membres du public ont des questions afin de prolonger cette conversation. Non, il n'y a pas de questions. Si, quand même. Merci beaucoup pour vos interventions et d'avoir partagé ces images. Je les trouve extraordinairement belles, donc dans le soin de composition. Donc les dernières 3-4 images, vous avez pris ces photos d'en haut, en fait. Est-ce qu'il y a une raison pour ceci? Donc, est-ce que vous choisissez ces angles de prise de vue et quelle est l'idée derrière cela? Oui, il y a 10 ans, j'ai compris, que c'est une façon de montrer la façon dont les personnes interagissent entre elles, voilà. Parce que par exemple, les murs, voilà, ne vous fournissent pas beaucoup d'informations.
et ce sont des personnes. Donc, moi, j'ai souhaité continuer. La série commençait il y a 10 ans, et quand j'ai commencé à me déplacer, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde, j'ai compris que c'était l'angle le plus propice, en fait, pour pouvoir partager plus d'informations sur une situation. En fait, la série d'il y a 10 ans, donc je me mettais sur une table ou sur une chaise et j'essayais de prendre une photo d'en haut. Mais 10 ans après, donc la technologie a évolué. Donc j'avais mon appareil sur un trépied, et donc sur mon mobile, mon téléphone mobile, je pouvais déplacer donc l'appareil, je pouvais déclencher donc l'ouverture de l'objectif, enfin l'obturateur, et donc toute la nature de ces photos est différente. Donc les gens n'ont pas pris de pause. D'autres questions? Merci beaucoup. J'aimerais ajouter une question. Je pense que ce serait intéressant de parler donc du style de Daria. Igor, votre style, c'est plus de rester en retrait, donc vous êtes présent dans la pièce et vous êtes invisible. Mais Daria, vous nous avez dit que c'était trop difficile de photographier des personnes, et dans votre série Temporary Homes, vous aviez plutôt une approche personnelle à vos sujets. Et dans mes discussions avec des artistes et photographes ukrainiens récents, donc ils trouvent cela difficile de photographier les gens et choisissent des orientations différentes. Et je trouve que vous avez pivoté donc vers les paysages. Est-ce que vous souhaiteriez rentrer en Ukraine pour développer cette série, ou est-ce que vous avez d'autres idées pour d'autres séries à venir? Je pense que quand je rentre en Ukraine, quand je suis rentrée en Ukraine, j'ai ressenti tellement de peine. C'était très douloureux, j'avais tellement d'émotions que je ne savais pas par où commencer. Quand vous photographiez des personnes, vous les connaissez, vous commencez à les connaître. Et je me souviens de mes échanges. J'ai rencontré plusieurs personnes et personnellement, c'était très difficile à gérer. Je ne pouvais pas prendre ces personnes en photo, ce n'était pas le bon moment pour moi. Je ne voulais pas prendre encore quelque chose de ces personnes, car ces personnes avaient vécu tellement de choses déjà. Tout leur était village près de Bianca. Voilà, on s'arrêtait pour prendre une photo de la porte d'une maison, d'un immeuble. La femme est sortie, une femme, une habitante est sortie en me parlant pour me dire que voilà, leur village était sous occupation russe. Et c'était un endroit où voilà, il y avait le plus grand nombre de viols, en fait. C'était tellement intense. Je n'ai même pas osé lui demander de lui prendre en photo. Mais j'aimerais retourner en Ukraine pour continuer cette série, parce que c'était pour moi un passage, en fait, entre ce que je faisais avant l'invasion et ce que je ferai après, quand je serai de retour. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur autre chose, donc j'aimerais me concentrer sur la jeune génération
Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui font du bénévolat, qui font leur service militaire. Et actuellement, en Ukraine, il y a le sentiment d'unité. On ressent cette unité, tout le monde est uni, et j'aimerais me concentrer sur l'avenir et sur ceux qui vont reconstruire le tout après la fin de la guerre. Voilà, sur la photographie des personnes. Donc, j'étais à Boutcha. Je n'avais jamais vu ça auparavant, mais les personnes couraient vers moi et me prenaient par la veste et voilà, j'avais un gilet presse, voilà. Et ils me demandaient, ils me disaient, mais s'il vous plaît, racontez mon histoire. Donc, on m'a amené dans la maison, dans les immeubles détruits. Voilà, donc regardez, voici mon copain Sergueï, et c'était encore, donc c'était son ami avait été tué. Donc, c'était tellement puissant et tellement émouvant. Je voulais aussi dire voilà, quelque chose à propos de cette unité. Voilà, pour la première fois dans ma vie, j'ai compris, donc nous sommes tous unis, voilà, les gens vous invitent à partager leurs espaces, leurs appartements, leurs maisons, et les gens ont été tellement accueillants quand j'étais là. C'est pas si je devrais le dire, mais je suis très reconnaissant d'avoir vécu cette expérience parce que cela a complètement bouleversé ma vie, changé ma vie et la façon dont je perçois les gens. Donc, cela a été et cela est continue d'être une des pires expériences de ma vie. Mais et votre série sur les dortoirs, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que on n'entend pas la fin de la question, malheureusement. Oui, je vais après le 24 février, beaucoup de personnes se sont intéressées à cette série, ce travail, donc, et on a attribué donc un sens politique à ce travail, quelque chose que je n'avais pas, auquel je n'avais pas pensé en fait. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé et ce que sont devenus ces étudiants, parce que je gardais le contact avec certains d'entre eux. Donc, j'ai fait une vidéo donc, qui n'est pas présentée aujourd'hui, mais j'ai enregistré nos entretiens par Zoom et j'ai posé toujours les mêmes questions aux étudiants. D'abord, cela m'a aidé un peu à me calmer, à me reprendre, en sachant que voilà, ils allaient bien, en sachant comment la guerre voilà avait impacté leur vie. Et maintenant, cette série photographique m'a aidé à mettre donc mon travail dans un contexte, donc ce travail qui a été effectué avant l'invasion russe. Y a-t-il d'autres questions? Avez-vous autre chose à rajouter à notre discussion? D'accord. J'aimerais dire que dans le cadre de Paris Photo, il y a beaucoup de gens qui présentent donc Susan Art Gallery, donc une qui présente du travail de Krylov, donc d'autres stands qui présentent l'école de Kharkiv et une série de documents par notre photographe
I can just wish a lot of luck and courage to Je vous souhaite Daria and to Igor à and tous les to deux Hans donc that bonne chance et continue bon their work courage, and et they en will espérant give que the vous allez world continuer a votre look travail the very pour very inner and donner au subjective monde, view voilà, from the how we une live and vision how subjective come et une to vision these very dark voilà, times de and ces also temps how they will sombres de rebuild our l'intérieur, country and en espérant que vous allez yes, well, pouvoir definitely nous montrer from comment the on va pouvoir people, reconstruire not notre only young pays. people, Voilà, les jeunes gens, to les return gens moins jeunes. a normal life. Voilà, j'espère que vous allez right now. nous raconter comment les personnes peuvent retourner à une vie plus normale. Merci beaucoup.